là sur place à vous donner des explications. À vous donner des explications sur l'île de Gorée, à vous donner des explications sur la maison des esclaves et à vous donner des explications sur la traite négrière. Après, on va vous laisser le soin de vous déplacer, d'entrer dans les cellules et de faire des photos. Mais à une seule condition, je serai le seul à parler. Je n'ai pas besoin de crier. Vous vous mettez tous à m'écouter, comme ça vous allez comprendre. L'essentiel c'est de comprendre. Si vous parvenez à prendre note, ce n'est pas trop grave. Voilà, donc ceux qui sont dans les dispositions de prendre note, vous pouvez prendre note. Mais ceux qui ne sont pas dans les dispositions de prendre note aussi, ce n'est pas trop grave. Il y a vos encadreurs ici. Une fois dans vos établissements respectifs, ils vont vous aider à faire la restitution. Donc l'essentiel c'est d'écouter, écouter et essayer de comprendre ce qui s'est passé ici. Voilà, donc à tous, merci d'être venus à la maison des esclaves. Voilà, cette maison où nous sommes, nous l'appelons la maison des esclaves. Elle a été construite entre 1780 et 1784. La maison des esclaves a été construite entre 1780 et 1784. Cette maison où nous sommes tous présentement est considérée comme la toute dernière. Pourquoi la maison des esclaves actuellement est considérée comme la toute dernière? Puisque à cette époque-là, ici à l'île de Gorée, quasiment toutes les maisons à bordure de mer étaient considérées comme des maisons des esclaves. Toutes les maisons à bordure de mer. Au total, plus d'une vingtaine. Mais les plus anciennes d'entre elles ont été construites en 1536. Donc retenez que 1536, c'est l'époque de construction des plus anciennes maisons des esclaves. On va y aller à nouveau. Je disais que la maison des esclaves a été construite entre 1780 et 1784. Et que cette maison où nous sommes est considérée comme la toute dernière, puisque à cette époque-là, ici à l'île de Gorée, quasiment étaient considérées comme maison des esclaves toutes les maisons à bordure de mer. Je vous ai aussi dit que les plus anciennes d'entre elles ont été construites en 1536. Donc 1536, c'est l'époque de construction des plus anciennes maisons des esclaves. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? On va y aller à nouveau. Donc je disais que justement que l'époque de construction c'était 1780-1784 et que le premier datait de 1536. Mes chers élèves, retenez aussi que 1536 coïncidait avec une période d'occupation portugaise. Ça veut dire quoi? En 1536, ici à l'île de Gorée, c'était les Portugais qui occupaient cette île-là. Puisque pendant très longtemps, Gorée était justement au centre de rivalité entre les nations européennes qui se disputaient son occupation. Ça veut dire quoi? Les nations européennes se battaient entre eux pour rester ici à l'île de Gorée. Puisque je vous ai dit que les premières maisons ont été construites par les Portugais, donc forcément ici à l'île de Gorée, la première nation européenne à s'installer sur cette île-là, c'était effectivement les Portugais. Et c'était en 1444. Voilà. Donc les Portugais ont été les premiers Européens à prendre possession de l'île de Gorée. C'était en 1444. Mais justement après les Portugais, ici à l'île de Gorée, on a noté la présence des Hollandais. Eux aussi, ils ont occupé cette île-là. Après les Hollandais, on a noté la présence des Français. Et après les Français, on a noté la présence des Anglais. Et les Français sont revenus à nouveau jusqu'à 1960 avec l'indépendance du Sénégal. Puisque après l'esclavage avait pris place la colonisation. Voilà. Donc retenez que la dernière nation européenne à occuper cette île-là est bel et bien la France. Voilà. Mais pourquoi ces nations européennes-là se disputaient pour occuper cette île-là? Les nations européennes se battaient entre elles pour occuper l'île de Gorée pour deux raisons. La première raison, elle est d'ordre géographique. L'île de Gorée est plus proche des côtes américaines. C'était la première raison. La deuxième raison, elle est d'ordre stratégique. Ça veut dire que l'île de Gorée offrait aussi un abri sûr pour les bateaux.
Ça veut dire quoi? Il était plus facile pour les grands navires d'amarrer ici à l'île de Gorée. Ça leur permettait non seulement de faire de petites réparations, mais aussi de s'approvisionner en eau et en nourriture. Donc c'était les deux principales raisons qui faisaient que les nations européennes se battaient entre eux justement pour rester dans cette île. Mes chers élèves, retenez qu'à l'époque de l'esclavage, cette petite maison où nous sommes tous là présentement, elle pouvait contenir 150 à 200 esclaves. Donc la capacité d'accueil de la maison des esclaves a été comprise entre 150 et 200 esclaves. Voilà. Donc répartis entre hommes, femmes et enfants. Et il restait ici les esclaves des fois 3 mois, des fois 3 mois et demi. C'était le temps que passaient ces pauvres esclaves ici à la maison des esclaves. Donc je disais que cette maison-là, à l'époque de l'esclavage, elle pouvait contenir 150 à 200 esclaves répartis entre hommes, femmes et enfants. Voilà. Donc pour une durée d'attente de 3 mois, des fois 3 mois et demi. C'était le temps que passaient ces pauvres esclaves ici à la maison des esclaves. Donc une fois ici aussi, retenez qu'on les séparait. On les séparait d'abord par âge, mais aussi on les séparait par cellules. Voilà. Donc les cellules, elles sont nombreuses. On en a de gauche et à droite. Il y avait des cellules. Donc ces cellules-là étaient nombreuses aussi, mais différentes de par leur utilisation. Nombreuses et différentes de par leur utilisation. Voilà. Maintenant, de gauche à droite, c'était des cellules réservées aux esclaves hommes. Dimension de ces cellules, c'est 2,60 m sur 2,60 m. À l'intérieur de chaque cellule pour homme, on pouvait y mettre 15 à 20 esclaves. Tous assis par terre, le dos contre le mur, les mains et les pieds enchaînés. Ces pauvres esclaves, ils n'avaient le droit de sortir qu'une seule fois par jour, soit pour aller manger ou bien pour aller aux toilettes. Pour les hommes, les toilettes c'était sur les quais. Ça veut dire quoi? Donc ces esclaves-là, s'ils étaient malades et qu'ils avaient envie de vomir et que ce n'était pas l'heure de sortie, ils étaient obligés de vomir à l'intérieur de les cellules. S'ils avaient envie d'aller aux toilettes et que ce n'était pas l'heure d'aller aux toilettes, donc ces esclaves ils étaient obligés de faire les toilettes à l'intérieur de les cellules. La conséquence, parce qu'il y avait une conséquence quand même, c'était de la saleté qui sévissait dans ces cellules-là. Et cette conséquence directe, c'était justement l'apparition d'une épidémie de peste ici à l'île de Gorée. C'était en 1778. Donc retenez que à cause de l'insalubrité à l'intérieur de l'une de nombreuses cellules comme celle-ci, une épidémie de peste a ravagé une bonne partie de l'île de Gorée. Et c'était en 1778. Voilà. Donc justement, chers élèves, quand on entre à la maison des esclaves, on commence toujours à gauche. À gauche, c'est le sens de la visite. Donc justement, après la cellule réservée aux hommes, dans le même prolongement, mais toujours à l'angle, à gauche, c'est la cellule réservée aux enfants. Cette cellule-là, c'est une petite galerie, avec un couloir qui conduit jusqu'au fond. À cette époque-là, les enfants y étaient couchés à même le sol, torse nu, serrés comme dans une boîte à sardines. Je vous rappelle aussi que, chers élèves, qu'à cette époque-là, ces esclaves-là, on ne les achetait pas avec de l'argent. C'était plutôt un échange, qu'on appelait troc. Et du point de vue d'un échange, un esclave homme de plus de 60 kg ou bien une jeune fille vierge, justement, on pouvait l'échanger avec une arme à feu. On pouvait aussi l'échanger avec du poudre à canon qu'on mettait dans les armes à feu. On pouvait aussi l'échanger avec une barre de fer ou bien une certaine quantité de gomme arabique. Mais rappelez-vous, chers élèves aussi, qu'à cette époque-là, nous étions au XVIe siècle. Et on vous dit souvent, ou bien vous entendez souvent, que ces esclaves-là, on les échangeait avec de la pacotille. La pacotille, comme vous le savez, ça désigne des objets sans valeur. Mais en réalité, le véritable produit qui avait sous-tendu cette traite-là, à cette époque-là, c'était justement des armes à feu pour se défendre et pour défendre toute sa famille. Du poudre à canon qu'on mettait dans les armes à feu, une barre de fer pour se défendre, mais aussi pour défendre toute sa famille. Donc ces produits-là étaient loin d'être de la pacotille.
cette pacotille-là, dont on faisait allusion, justement, on les avait utilisées de manière très, très accessoire dans le cadre, justement, des échanges avec les enfants. Puisque dans le cadre de ces échanges-là, ces enfants-là, on pouvait les échanger avec un collier ou bien un petit miroir. On a parlé des cellules des hommes. On a parlé des cellules des enfants. Maintenant, on va parler des cellules réservées aux esclaves dites jeunes filles, qui ont d'ailleurs leur propre histoire. Sûrement, vous avez une fois entendu parler des signares. Ici à Gorée, on en parle. À Saint-Louis aussi, on en parle. Ces signares-là, à la base, c'était des jeunes filles esclaves noires. Elles sont devenues des signares du fait de leur union avec ces esclavagistes qui pouvaient en choisir comme épouse. Maintenant, dans le cadre de ce mariage que ces esclavagistes avaient appelé à cette époque-là, mariage à la coutume du pays, pouvait vivre en concubinage. Maintenant, à l'issue de ces unions, si l'esclave jeune fille était enceinte, on le libérait ici à l'île de Gorée ou bien à Saint-Louis du Sénégal. Donc à la base, ce sont ces jeunes filles esclaves qu'on libérait ici à l'île de Gorée ou bien à Saint-Louis du Sénégal qui étaient à l'origine de cette société intermédiaire que nous appelons ici à l'île de Gorée les signares, qui est une déformation du nom portugais senhora et qui veut dire madame en langue portugaise. Voilà. Et elles se distinguaient par la clarté de leur peau, commençant par les métis, les mulâtres, les mulâtresses et les caterons. Donc comprenez que c'est toute cette catégorie de personnes que nous appelons ici les signares. Dans les Antilles, on les appelle les créoles. Tout juste donc après la cellule réservée aux esclaves jeunes filles, il y avait une autre cellule aussi qui cette fois-ci était réservée aux inaptes, mais temporaires. Qu'est-ce qu'on considérait comme esclaves inaptes? C'était ceux qui ne pesaient pas 60 kg, puisque 60 kg était le poids minimum réservé aux esclaves hommes. Donc si l'esclave ne pesait pas 60 kg, on le considérait comme un esclave inapte, mais aussi temporaire. Inapte parce qu'il ne pesait pas 60 kg, temporaire parce qu'on allait l'enfermer pendant 3 mois. Non seulement on l'enfermait, mais aussi on l'engraissait. Et on l'engraissait avec du fèves de marée. C'est de l'haricot vert. Ici au Sénégal, nous l'appelons le niébé. Et on le mélangeait avec de l'huile de palme. Cela pendant 3 mois. Des fois 3 mois et demi. Espérant que cet esclave-là allait peser 60 kg et être apte à la vente. C'est pour cela qu'on appelait ces esclaves-là inaptes temporaires. Maintenant, vous pouvez vous poser la question, pourquoi 3 mois, des fois 3 mois et demi? En venant ici à l'île de Gorée, chers élèves, vous êtes montés à bord de la chaloupe. Vous avez remarqué que la chaloupe, elle avançait beaucoup plus vite même, puisque la chaloupe, elle est équipée de machines. À l'époque de l'esclavage, les bateaux avançaient avec l'aide du vent. Pour quitter l'Europe et venir ici jusqu'en Afrique, des fois ça prenait 3 mois, des fois 3 mois et demi. Et c'était le temps que passaient ces pauvres esclaves dites inaptes temporaires dans la cellule des inaptes temporaires. Maintenant, qu'est-ce qui arrivait que si ces esclaves-là, on les engraissait et que finalement, ils n'arrivaient toujours pas à peser 60 kg, est-ce qu'on les libérait? Non. On les gardait ici. On les appelait esclaves domestiques ou esclaves de case. On les mettait justement à la solde de ces fameux signards-là, c'est madame, pour servir de travaux d'intérêt public ou bien de travaux d'intérêt général. Après la cellule réservée justement aux inaptes temporaires, il reste la cellule réservée aux esclaves qu'on appelait les récalcitrants. Récalcitrants. Cellule des récalcitrants. C'est comme ça que l'appelait le premier conservateur de la maison des esclaves, Boubacar Joseph Ndiaye. Cellule des récalcitrants. Comprenez que c'était justement des cellules de punition. On y enfermait les esclaves qui se rebellaient, ceux qui refusaient d'obéir aux ordres. Pour les punir, on les enfermait au fond de cette cellule-là. La punition, elle est toute trouvée pourquoi? Absence totale de fenêtre, impossibilité de se tenir debout. Donc l'esclave était obligé de rester accroupi pendant des jours et des jours. Et le nombre d'esclaves qu'on pouvait mettre dans une cellule comme celle-ci, ce n'était pas le plus important. Le plus important, c'est ces esclavagistes, c'était tout juste de pouvoir refermer ces portes avec des barreaux en fer. Il y en avait 2. À la différence de la première cellule des récalcitrants,
la deuxième cellule des récalcitrants a bel et bien 2 petites fenêtres. Et retenez bien cette date, puisque ces 2 petites fenêtres ont été percées en 1848. Donc retenez que 1848, c'est l'année de référence de l'abolition de l'esclavage dans les colonies françaises. La date exacte étant le 27 avril 1848. 27 avril 1848, année de référence de l'abolition de l'esclavage dans les colonies françaises. 27 avril 1848. Chers élèves, maintenant, en entrant à la maison des esclaves, sûrement vous avez vu cette porte qui donne sur la mer. Cette porte que nous appelons ici la porte du voyage sans retour, ou bien aller sans retour. Et pourquoi nous appelons cette porte la porte du voyage sans retour? L'appellation, elle est toute simple, puisque une fois que ces esclaves-là franchissaient des portes comme celle-ci, ils ne revenaient plus jamais. Donc c'était adieu l'Afrique, mais c'était surtout à jamais l'Afrique. Mais avant d'accéder à cette porte, il y avait 2 autres couloirs, à droite et à gauche, qui étaient considérés comme une salle d'attente, mais aussi une salle des gardiens. Et dans cette salle d'attente, les esclaves, on les alignait sur les côtés et on les enchaînait 2 à 2, avec au milieu de leur cheville un boulet en fer de 10 kg 300. Donc là aussi, c'était pour empêcher aux esclaves de s'évader. Et l'autre couloir était réservé aux gardiens et qu'en général, qu'on prélevait, c'est les inaptes temporaires, c'est-à-dire les moins de 60 kg. Donc naturellement, à cette époque-là, le grand bateau, en prenant les esclaves, il ne pouvait pas amarrer beaucoup plus près puisqu'il y avait des rochers. Donc on avait construit un petit pont justement avec ce bois-là, c'est du bois de rognier. Une fois que j'aurai terminé les explications et que vous aurez l'occasion d'entrer dans les cellules, c'est le bois que vous allez voir soutenir ce plafond-là. Donc les esclaves embarqués 2 à 2 à bord de petites barques pour rejoindre le grand bateau amarré beaucoup plus loin. Chers élèves, l'étage, c'était le logement des marchands d'esclaves. C'était eux qui vivaient à l'étage et les esclaves étaient au rez-de-chaussée. Mais chers élèves, sachez aussi que des endroits comme Gorée, il y en avait un peu partout en Afrique. Ce n'était pas uniquement l'île de Gorée. Par exemple, en Gambie, il y avait aussi un autre centre de transit qu'on appelait le James Island ou bien le Kinte Island. Au Bénin, la même chose avait existé et on l'appelait le Ouida. Au Nigeria, on l'appelait Badagry et Calabar. Au Ghana, c'était Elmina et le Gold Coast. Cap-Vert, c'était de Sierra de Vela. Donc ces endroits-là, comme l'île de Gorée, il y en avait un peu partout. Mais aussi à l'île de Gorée, je vous l'avais dit au début de mes propos, il n'y avait pas uniquement que la maison des esclaves. Au plus fort de ces traites, des maisons comme la maison des esclaves, il y en avait plus d'une vingtaine. Où sont les autres maisons des esclaves? Sont devenues des maisons privées et il y en a qui ont tout simplement disparu. Mais celle-ci, pourquoi nous l'avons pour toujours? C'est parce que l'État du Sénégal l'a racheté à ses derniers propriétaires pour en faire justement le symbole de la déportation des Noirs. Mais sachez aussi que ce n'était pas uniquement ces Européens-là qui s'adonnaient avec cette vente des Noirs, car la réalité, avant la traite atlantique organisée par les Européens en destination des Amériques, une autre traite l'avait précédée. C'était la traite des Noirs par les Arabes. Et c'était du 11 au 15e siècle. Et à l'époque, le grand port d'esclaves, c'était l'île de Zanzibar. Et les destinations étaient l'île Maurice, l'île de la Réunion, Madagascar, Égypte et même jusqu'en Inde. Voilà. Mais celle-là aussi n'était pas sans doute la toute dernière, puisque la toute dernière est le commerce transsaharien du 7e au 19e siècle. Donc, chers élèves, pour terminer maintenant, sachez qu'aujourd'hui, la maison des esclaves, c'est un nouvel espace de pardon, de dialogue, mais surtout de réconciliation entre les peuples. Encore une fois, donc, merci d'être venus, mais surtout, passez une très bonne année scolaire. Voilà, merci à tous.